Madame, Messieurs, bienvenue à la seconde partie de cette séance vidéo consacrée au rôle de la presse camerounaise dans le cadre de la crise anglophone. Alors, j'invite donc certains de mes confrères journalistes à jouer véritablement leur rôle, à dénoncer, quand il le faut, les exactions des soldats camerounais et surtout à prendre leur courage à deux mains. Parce qu'on a comme le sentiment que dans le cadre de cette crise, dans le cadre de ce conflit, 95% des journalistes camerounais ou alors des médias camerounais sont des caisses de résonance du gouvernement en place qui, comme je le disais dans la première partie de la vidéo, a mis en place une stratégie de communication et l'a imposée aux médias camerounais. Mes chers confrères, vous n'êtes pas obligés de suivre, euh, cette ligne directrice qui a été établie par le pouvoir de Yaoundé. Vous n'en êtes pas obligés. Sortez de ce carnaval-là et faites votre travail de manière libre et indépendante. Et ainsi, vous allez contribuer à apaiser les tensions dans le Cameroun anglophone. Parce que la manière dont beaucoup de confrères camerounais traitent de cette crise, je vous assure, ça contribue à jeter de l'huile sur du feu. Parce que quand vous voyez un journal camerounais, je vais prendre un exemple. Un exemple. Quand vous voyez un journal camerounais, je me rappelle en mai 2018, quand il y a eu massacre au niveau de Menka-Pigning, c'est-à-dire que une trentaine de jeunes gens ont été assassinés par des hommes en civil, c'est-à-dire que des tueurs professionnels du régime en place. C'est-à-dire que c'était des enfants qui n'avaient absolument rien à voir avec les groupes armés indépendantistes anglophones. C'était des gars que les Atanga Nishipol, les Frou Jonathan avaient remis de l'argent, ainsi qu'un certain nombre d'armes blanches pour mener un certain nombre d'opérations, notamment kidnapper contre rançon et autres, et ainsi en se passant pour des séparatistes. Et maintenant, au lieu de jouer le rôle qui leur a été assigné, ils ont commencé à se comporter de manière dangereuse vis-à-vis de la population. Et ainsi, le gang Atanganji et toute sa bande ont décidé donc de les liquider physiquement. Et voilà comment ils ont donc été assassinés le 25 mai 2018. Alors, quelques jours après, j'ai été surpris de voir la une de certains journaux camerounais dire oui, 22 terroristes ont été tués et 15 otages ont été libérés. Et patati et patata, je dis merde, ces enfants-là, je vois que j'ai vu, les parents étaient là, ils étaient en train de pleurer, 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 pleurer. Imaginez alors qu'un parent qui a perdu son enfant parmi les 30 jeunes là, qu'un parent, il voit une d'un journal à Yaoundé, dire que non, son fils, son pauvre fils qui n'avait même rien à voir avec le mouvement indépendantiste anglophone, a été assassiné. Et maintenant, il voit à la une des journaux, oh, le terroriste là a été tué par l'armée camerounaise. Ce parent voit comment un organe de presse encense le régime, encense l'armée camerounaise, en la considérant comme étant républicaine, alors qu'il s'agit des soldats camerounais qui viennent de tuer un innocent ou des innocents. Vous voyez que c'est de nature à radicaliser la population anglophone. Donc j'interpelle ici mes confrères camerounais. Je leur dis, écoutez, essayez de vous départir de cette ligne que le gouvernement camerounais, que le ministère de la Défense beaucoup plus tente à vouloir vous imposer.
Et c'est ce qui m'a amené des problèmes au Cameroun. Pourquoi? Parce que moi, j'ai décidé d'aller à l'encontre de cette ligne directrice qui a été élaborée par le ministère de la Défense dans le cadre de cette crise. J'ai refusé. J'ai dit non. S'il y a des exactions, si l'armée camerounaise commet beaucoup d'exactions en zone anglophone, beaucoup. Si les médias camerounais classiques, si les médias camerounais en général ne veulent pas dénoncer cela, ne veulent pas rapporter cela, ne veulent pas diffuser, ne veulent pas mettre en lumière toutes ces exactions, moi je vais le faire. Et c'est ça qui m'a mis en porte-à-faux avec le régime. En plus du fait que j'étais déjà dans la ligne de mire du régime en place, du fait de ma liberté de ton. Alors, c'est ainsi que moi, j'ai été très outré, hein, très outré. Et c'est après mon arrestation, ou si vous voulez, mon enlèvement et mon kidnapping et ma séquestration par le brigand qui dirige la sécurité militaire, là, le voyou, le bandit, là, Joël-Émile Bancui, que j'ai compris que vraiment, la presse, c'est-à-dire que les médias au Cameroun, les journalistes camerounais, franchement, c'est-à-dire que depuis ce jour-là, j'ai compris que franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire que je suis enlevé par les agents, les brigands de la CEMIL, du colonel Bancui, un 23 octobre 2018. Cet individu-là me prend, il me jette en cellule. Quelques heures après, il y a le syndicat national des journalistes du Cameroun, c'est-à-dire que celui qui est le représentant de ce syndicat dans la région du centre, l'appelle au téléphone, appelle le colonel Bancui au téléphone pour lui demander que qu'est-ce qui se passe. Alors ce voyou-là qui dirige la sécurité militaire-là, ce brigand-là, ce voleur-là, ce braqueur, il se met à lui raconter un tas de mensonges. Maintenant, au lieu que le confrère cherche à me rencontrer là où j'étais en cellule, au secrétariat d'État à la Défense, au CED. Non. Bancui finit de lui raconter des tas de mensonges. Il prend ça, il se met il diffuse, il balance ça comme ça là. Il répand ça dans le public. Il dit que non, nous faisons le point de notre échange de 11 minutes avec le colonel Bancui. Il a dit ceci, que Michel Biemton a été convoqué. Il a refusé de venir, comme si la division de la sécurité militaire avait qualité pour me convoquer. Vraiment, il a envoyé 3 voicemails aux terroristes sécessionnistes. Et le drame, c'est que celui à qui Bancui a raconté tous ces mensonges-là, il n'est même pas fichu de se poser la question de savoir que moi je n'ai par devers moi qu'un seul voicemail. Où sont les 2 autres? Non, lui aussi il balance ça comme ça. Vraiment, après il conclut que non, il doit être jugé devant les juridictions appropriées des faits qui lui sont reprochés et blablabla et blablabla. Voilà donc la presse camerounaise. C'est-à-dire que le porte-voix de l'ordre gouvernant au Cameroun. C'est-à-dire que moi-même, Michel Biemton, je suis un journaliste formé au Cameroun. J'ai été victime de mes propres confrères camerounais. Il y avait d'aucuns qui disaient que oui, c'est bien fait pour lui. Machin, on lui avait dit ceci. Et j'ai même lu. Là, c'était à ma sortie de prison. Je suis tombé sur un article de... Comment on appelle le journal là? Agence Cameroun Presse ou c'est quoi là? Je vois un article où on dit arrestation de Biemton, c'était quelque chose de prévisible. Oh, vraiment bien fait pour sa gueule. Oh, ceci, oh, cela. Et dans les forums WhatsApp même, d'après ce qu'on m'a rapporté,
il y a un responsable du SNJC qui est à Douala là-bas. Lui, il passait son temps à dire, waouh, vraiment, ça, ce n'est même pas un journaliste. Ah, vraiment, c'est. Et ils sont allés jusqu'à le dire aux gens de Reporters sans frontières que non, ce n'était même pas un journaliste. C'est un petit activiste de rien du tout. Et même le communiqué du SNJC pour le centre, là, après mon arrestation, il n'était pas question d'un journaliste. Il a dit le cyberactiviste Michel Bienton. Il n'a jamais dit le journalisme, et jamais. Ah, vraiment, il n'était même pas un journaliste. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de suivre la ligne directrice édictée par le gouvernement, plus précisément le ministère de la Défense, dans le cadre de la crise anglophone, pour ce qui est du traitement de l'information, dans le cadre du conflit en zone anglophone. Parce que le gouvernement camerounais, dans le cadre de cette crise, veut mettre toute la presse camerounaise dans sa poche. Moi, j'ai donc refusé qu'on me mette dans la poche du gouvernement. J'ai refusé ça. Voilà pourquoi ça m'a valu une certaine réprobation de mes propres confrères journalistes. De mes propres confrères. J'en étais vraiment outré. Et il y a un autre. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que quand la capitaine, à l'époque, Akuna Joséphine, elle est juge d'instruction là-bas au tribunal militaire, quand elle me jette à Kondengue, le lendemain, il y a défi actuel du grand frère François Bambo qui fait la grande une avec mon affaire là. Et quand je parcours l'article, je me rends compte qu'il y a un responsable syndical qui a fait c'est-à-dire qu'il a été convoqué pour donner son avis par rapport à mon affaire. Et il a témoigné sous anonymat à défi actuel. Et vous imaginez un peu, votre confrère est dans des difficultés. Un autre confrère vous approche pour que vous puissiez réagir par rapport à ça. Vous réagissez sous anonymat. Et dans cet anonymat, qu'est-ce que vous dites? Que oui, vraiment, il y a ces voices-là qu'il a adressées aux populations anglophones. Vraiment, pendant que le gouvernement recherche des voies et moyens pour la paix, ce voice-là n'arrive pas à point nommé. Et vraiment, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour nous mobiliser et blablabla et blablabla. Vous imaginez, vous voyez un peu? Vous voyez comment certains confrères de la presse camerounaise se comportent? Je me retrouve dans des problèmes. Des journaux, des journalistes partent rencontrer des responsables syndicaux du milieu de la presse. Au lieu de témoigner à visage, ils le font sous anonymat. C'est-à-dire que ce que je vous raconte là, par rapport à l'expérience que moi-même j'ai vécue quand j'étais au Cameroun, c'est-à-dire que je veux vous amener à comprendre ce que c'est que la presse camerounaise aujourd'hui. Et il y a un responsable syndical, le même dont je parlais tout à l'heure, celui qui est à Douala. Je ne veux même pas citer son nom. Il participe souvent à des émissions de débat dans une chaîne de télé à Douala tous les dimanches. Il est souvent assis là-bas. Vous savez de qui je parle, je ne veux même pas citer son nom. Des ONG l'appellent pour lui dire que non, vraiment, il y a votre confrère qui est en difficulté. Vous connaissez la réponse qu'il a donnée à ces ONG-là? Que nous nous en remettons à la justice. À la justice du criminel Émile Bankui, qui serait un de ses amis. Vous voyez la presse camerounaise? Vous voyez? Donc voilà donc, dans le cadre de la crise anglophone, le traitement de l'actualité autour du conflit en zone anglophone, comment la presse camerounaise se présente. Je l'ai dit, il y en a qui sont de bonne foi, qui veulent vraiment, mais le contexte politique n'est pas favorable à ce qu'ils puissent s'exprimer.
le contexte politique et surtout économique. Maintenant, il y a d'autres qui sont c'est-à-dire que leur objectif, c'est de manipuler l'opinion. Je vais prendre, par exemple, je vais vous citer quelques exemples. L'assassinat de Florence Ayafor. C'est-à-dire que si le Cameroun avait une presse, mais alors une vraie. Parce qu'un journaliste, et je l'ai dit dans la première vidéo, ce n'est pas celui-là que, il voit seulement un truc, il relaie seulement sans réfléchir. Non, il doit se poser des questions. Il doit se poser des questions. J'ai été surpris que beaucoup de médias camerounais, quand Florence Ayafor a été... La nouvelle sur la mort de Florence Ayafor a commencé à circuler. Tous les médias camerounais, les terroristes sécessionnistes ont tué une gardienne de prison à Babenda. Les ceci, les cela. Non, non. Un journaliste ne se comporte pas comme ça. Un journaliste, c'est quelqu'un qui prend du recul quand il reçoit une information. Il prend du recul, il se pose des questions. Il analyse, il enquête. Et cet assassinat de Florence Ayafor, c'est-à-dire que si un bon journaliste Cameroun, un bon journaliste, il commence d'abord à se poser la question de savoir, première chose, une gardienne de prison est tuée le 29 septembre 2019. Le 30 septembre 2019, ce sont les activistes qui sont proches du régime, qui ont l'information de son assassinat crapuleux, odieux. Comment ça s'explique? C'est-à-dire qu'en temps réel, on n'a pas besoin de chercher midi à 14 h pour conclure qu'en fait, c'est le régime de Yaoundé qui est derrière cet assassinat. Sinon, comment se fait-il que ce soit les activistes qui sont proches du régime, à savoir My Country People, tous, qui soient le premier à diffuser l'information. Et en quelques heures seulement après l'assassinat de Florence Ayafor. Comment ça se fait? Comment ça s'explique? Aucun journaliste camerounais ne s'est posé cette question. Aucun journaliste camerounais ne s'est posé cette question. Vous prenez par exemple le cas de l'assassinat de Comfort Toumassan. Que ce soit dans le traitement de cette information, que ce soit dans les émissions de débat radio-télé là. C'est-à-dire que tout est réglé comme... C'est-à-dire que c'est comme si certains journalistes camerounais sont réglés comme des robots. Oh, c'est les terroristes. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un crime en zone anglophone, si ce ne sont pas les soldats camerounais qui sont suspectés, forcément, ce sont les séparatistes. Tu vois dans les journaux parler télévisés, les séparatistes, ceci, cela. Ils ont tué comme Fort Toumassan, ils l'ont égorgé à Mouyouka. Oh, ceci, oh, cela. C'est-à-dire que machinalement comme ça, là, sans avoir vérifié quoi que ce soit, sans s'être posé la moindre question, rien. On diffuse cette information comme ça. Moi, j'ai toujours dit, avant de faire enregistrer cette vidéo, moi, j'ai toujours dit que certains de nos confrères, certains journalistes camerounais, sont pour beaucoup dans le pourrissement de la situation en zone anglophone, à cause de la manière dont ils traitent les informations qui viennent de là-bas. C'est-à-dire que la représentation que beaucoup de confrères, beaucoup de journalistes camerounais se font du théâtre des opérations là-bas, vraiment, ça ne peut que amener ces populations qui vivent là-bas à se radicaliser. Ça, c'est mon avis. Je sais de quoi je parle puisque je discute souvent avec beaucoup de soutiens de la cause indépendantiste anglophone qui me disent qu'ils ne sont pas contents. Mais comment les journalistes camerounais peuvent écrire ici? Comment ils peuvent écrire ça? Et ceci et cela. Vous prenez par exemple l'affaire de Ouazizi.
affaire le journaliste qui a disparu comme ça, là, comme une aiguille. Bon, on ne sait pas où il est, ce qu'il devient. Où en est-on avec l'enquête sur sa disparition? J'ai vu certains confrères camerounais dire oui, ben écoutez, c'était un terroriste, ceci, cela, machin. C'est un terroriste qui a été neutralisé. Et ça, c'était après que Serge Cyril Atonfac de la cellule de communication du ministère de la Défense est sorti un communiqué bidon là pour expliquer je ne sais trop quoi. Et beaucoup de journalistes camerounais ont relayé ça pour dire qu'en fait, Ouaziz n'était qu'un terroriste qui ravitaillait les Ambazonian Defense Force, Amba Restoration Forces, en armes, en munitions et en denrées alimentaires, blablabla. Imaginez un peu, Ouazizi était un journaliste très connu, très réputé dans la ville de Buea. Il a une famille. Si sa famille tombe sur une information pareille, n'est-ce pas, elle se radicalise et si par exemple elle était même contre ce mouvement indépendantiste-là, elle va devenir pour ce mouvement parce qu'elle se sera rendue compte que les Camerounais, beaucoup plus les francophones, ne sont pas des gens sérieux. Ce ne sont pas des gens avec lesquels on peut vivre dans une même république. À cause de certains journalistes camerounais. J'ai été surpris, par exemple, quand des soldats camerounais en civil sont allés tuer des enfants, des jeunes élèves à Kumba, tout récemment là, le 24 octobre 2020. Je suis l'un des, ou alors le seul journaliste, jusqu'à ce jour, à avoir le scoop, à avoir obtenu le scoop sur tout ce qui s'est passé. Et à l'époque, j'ai soutenu que ce sont les soldats camerounais, commandités par le sommet de l'État, qui ont assassiné ces enfants dans le but de dresser la communauté internationale contre les séparatistes. Parce que le gouvernement camerounais veut éviter les négociations avec le mouvement indépendantiste anglophone sous la médiation suisse. Parce qu'au cours de cette médiation suisse, il sera question d'évoquer les causes réelles du conflit. Et le gouvernement camerounais ne veut pas débattre des causes réelles du conflit parce qu'il se sent coupable d'avoir annexé le Southern Cameroun. Ils sont donc allés, ils ont commis un groupe de 6 soldats camerounais en civil pour aller tuer des jeunes élèves à Kosala, à Kumba. Nous sommes le 24 octobre. Le 25 octobre, je suis là, je regarde Canal Presse. Comme c'était un dimanche, à Canal 2, il y a une jeune dame là du RDPC, une certaine c'est Alvin Assembe, tout ça là. Elle se met à raconter un tas de choses. Ouais, vraiment, pendant que le gouvernement recherche les solutions aux problèmes, certains de vos confrères comme Biemton passent le temps à incriminer l'armée. Oh, est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il dit? Et patati et patata. Et le confrère là, il ne regarde pas la dame, il ne lui dit pas que bon, écoutez, vraiment, c'est un confrère et notre métier n'admet pas que l'on s'attaque à des confrères. Vraiment, vous êtes sur un plateau de télévision. Non, il la laisse parler. Ouais. Et quelques heures plus tard, je lis dans un journal en ligne, je crois que c'était à l'agence Cameroun Presse, la même qui, lorsque le voyou, le brigand Bankui m'a jeté en prison là, a dit que c'est bien fait pour moi. Agence Cameroun Presse relaie un communiqué de Nchandan Tomé, de l'activiste là, qui est au Cameroun là. Dans ce communiqué, Nchandan Tomé demande au gouvernement camerounais d'engager une procédure par voie diplomatique pour que le Burkina, où je me trouvais à l'époque, m'extrade vers le Cameroun afin que j'y sois jugé pour appel à la violence. Le communiqué ne me pose même pas problème parce que vraiment, moi,
des politiciens comme les Chandan Tomé, on les connaît déjà. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des confrères, des journalistes camerounais qui ont relayé ça. C'est ça qui est décapant, c'est-à-dire que manque de solidarité confraternelle. Manque de solidarité confraternelle. Et après le massacre de Kumbala, j'ai vu beaucoup de journalistes, même sur Facebook là. Ah, vraiment, les gars font des analyses. Ah, les terroristes sécessionnistes, ils ont tué les enfants. Ah, machin, ils sont des bandits, ils sont des ceci. Ah, il faut les neutraliser, machin. Sur quelle base? Vous vous appuyez sur quoi pour dire que ce sont les terroristes sécessionnistes qui ont attaqué ces enfants? Un journaliste camerounais, un journaliste aussi, c'est son bon sens. Il doit prendre du recul et se poser la question de savoir que, mais comment, pour empêcher les enfants d'aller à l'école, est-ce que les terroristes sécessionnistes, comme on les appelle, comme le gouvernement camerounais les appelle, ont besoin d'aller jusqu'à... Pourquoi les laisser même d'abord aller à l'école si ils sont contre le retour à l'école dans leur zone? Pourquoi laisser d'abord les enfants aller à l'école pour aller ensuite les attaquer et les tuer dans leur école? Est-ce que c'est logique? Est-ce que le bon sens pourrait admettre ça? Est-ce que ça relève du bon sens? Voilà les questions qu'un bon journaliste doit se poser avant de prendre la parole en public. Avant de prendre la parole en public. Vous prenez par exemple l'histoire des ex-combattants des centres de DDR, là. Désarmement, démobilisation, réinsertion. Je suis souvent surpris que beaucoup de journalistes camerounais qui ont affaire à ces soi-disant ex-combattants-là ne leur posent même pas la question de savoir que, mais toi, tu as combattu, quel était le nom de ton groupe armé? Ton groupe armé dépendait de qui dans la diaspora? Est-ce que ça dépendait du interim government de Sako Ikome ou alors de Ayabacho? C'est-à-dire que un journaliste camerounais, un bon journaliste camerounais qui traite des informations sur la crise anglophone doit avoir toutes ces informations sur la structuration politico-militaire du mouvement indépendantiste anglophone. Il doit savoir que non, le groupe armé Tang s'appelle Tang, a pour général Tang. Ce groupe armé est rattaché au National Security Council, qui est, on va dire, le ministère de la sécurité du interim government. Non, ce groupe armé appartient plutôt au gars d'Ayabacho. Non, ce groupe armé appartient plutôt à Ebenezer Akwanga. Voilà comment un bon journaliste qui traite des questions anglophones doit se comporter. Il doit se poser la question, ce groupe armé appartient, c'est-à-dire que est sous le commandement de qui dans la diaspora? C'est comme ça. Ce n'est pas que quelqu'un arrive devant vous, on vous le présente comme étant un ex-combattant. Vous aussi, vous pouvez raconter-nous ce que vous avez vécu. Après, l'ex-combattant dit, ah vraiment, nous avons passé le temps à kidnapper contre rançon, à tuer nos propres mamans. Vraiment, ce n'est pas bien. Toi aussi, le journaliste camerounais, tu recueilles ça, tu peux diffuser ça dans ton média. Alors que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que les vrais Restoration Forces font. Ce n'est pas ça leur vocation. Un bon journaliste camerounais devrait lui poser la question de savoir que vous avez mené combien de batailles contre l'armée camerounaise. Racontez-nous comment ça se passait sur le terrain. Combien de militaires camerounais est-ce que vous avez tués, etc., etc. Ce n'est pas que non, la personne dit, ah vraiment, nous avons tué nos mamans, nous passions le temps à kidnapper contre rançon. Parce que c'est ce que le gouvernement camerounais leur fout dans la bouche pour qu'ils disent aux médias. Que non, si les médias arrivent, dites que voilà, vous étiez en train de faire ceci, cela, que ce n'est pas bon, que vous appelez vos frères qui sont restés en brousse de sortir, de déposer les armes, oh patati, oh patata. Non, 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 non. Un bon journaliste camerounais doit d'abord s'assurer que ce combattant-là, est-ce qu'il a véritablement combattu dans le cadre du mouvement indépendantiste anglophone? Parce que moi, j'ai interviewé au moins 3 membres de ces centres de DDR-là.
Et je me suis rendu compte qu'en réalité, ces 3 jeunes gens étaient des faux combattants. C'était des faux combattants. Voilà donc la communication que j'avais à faire, mesdames et messieurs, autour du rôle de la presse camerounaise dans le cadre du conflit en zone anglophone. Et vous aurez retenu que la presse camerounaise a été complètement mise dans la poche par le gouvernement camerounais qui a édicté une ligne, c'est-à-dire une ligne de conduite que la presse doit suivre. Et une ligne de conduite qui est axée sur 3 points, pour ce qui est de la communication. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais a élaboré une stratégie de communication et la presse camerounaise ne peut que suivre les lignes directrices de cette stratégie de communication. Et cela est regrettable. Or, un journaliste camerounais n'est pas un suiveur moutonnier. C'est quelqu'un qui prend du recul et qui est prêt à se battre pour sa liberté de presse, pour son indépendance. Malheureusement, au sein de la presse camerounaise, on ne retrouve plus assez ces journalistes-là que Njaweh était à l'époque. Malheureusement. Merci d'avoir écouté cette séance vidéo et à la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.